Bonjour, donc je m'appelle Alexandra Roland, je suis cadre au sein du service de dialyse du centre hospitalier de Troyes depuis 1 an. Et je viens vous présenter un travail que nous avons réalisé sur les directives anticipées avec le docteur Richard Montagnac, Marie-Luce Fanti, infirmière, et Christelle Bouxin, aide-soignante, donc au sein du service de dialyse. Un rappel rapide sur la loi Leonetti, qui est une loi qui date de 2005 et qui renforce le droit des malades en fin de vie. Cette loi, elle se veut un équilibre entre le refus de l'acharnement thérapeutique et celui de l'euthanasie. Il faut savoir qu'afin d'éviter toute obstination déraisonnable, elle donne la possibilité aux médecins, sans contrainte d'ordre médico-légal, de ne pas entreprendre ou de suspendre un traitement, de lutter efficacement contre la douleur, d'organiser les soins palliatifs. En fait, elle instaure un droit de laisser mourir, mais en accompagnant efficacement. C'est donc vraiment une loi de défense des malades qui, malheureusement, est encore méconnue des médecins et des soignants et ignorée de la plupart des Français qui voient plus une protection du médecin que le respect de leurs droits. Parmi les volets de la loi Leonetti, il y a les directives anticipées. Ça donne la possibilité à toute personne majeure de pouvoir faire une déclaration par écrit en précisant par avance ses instructions quant à sa fin de vie. Il y a quand même quelques conditions qui sont nécessaires. On doit être majeur, il faut être en état d'exprimer sa volonté libre et éclairée au moment de la rédaction. Cependant, si on ne peut pas les rédiger, on peut faire appel à 2 témoins. Ça doit être un document qui doit être daté, signé au nom, prénom et date de naissance de la personne. Mais ce qui est surtout, c'est valable 3 ans, et ce qui est surtout important de dire, c'est que ça peut être modifiable ou révocable à tout moment. Leur conservation, c'est soit par l'auteur lui-même, soit par sa personne de confiance ou un proche, un médecin qu'il a pu choisir, ou dans le dossier médical en établissement de santé. À quel moment on peut les rédiger ? Finalement, à n'importe quel moment. Qu'on soit en bonne santé ou atteint d'une maladie incurable, en dehors ou au cours d'une hospitalisation. Mais au-delà de ce document formel, ce qui nous a intéressés, nous, et ce qui nous semble important, c'est que l'intérêt, ça réside dans le dialogue avec le patient. Il faut choisir le bon moment, il ne faut pas fuir ces questions et il faut vraiment qu'il y ait une relation de qualité, une relation de confiance qui puisse s'installer. Elles doivent être recherchées par les médecins pour en tenir compte lors de leur prise en charge. Mais il n'y a aucun caractère contraignant opposable à la décision médicale qui reste libre. De les appliquer ou non. Ça peut être des fois la situation qui va être inadaptée ou inappropriée, techniquement inapplicable ou également illégale si la personne demande à être euthanasiée, par exemple. Ce qui nous semble quand même important, parce que, comme le souligne le rapport Sicard de 2012, on a eu une attitude paternaliste dans le monde médical visant à prendre les décisions pour les autres, mais il ne faut pas inverser le balancier dans l'autre sens et imposer aux professionnels un diktat aux patients. Un rappel sur le rôle de la personne de confiance qui aujourd'hui est développé dans la majorité des structures et demandé lors de chaque hospitalisation. Mais je ne vais pas aller plus loin dans mes explications. Vous pouvez le retrouver dans l'article que nous avons écrit dans l'échange de la FIDTN. Je vais vous expliquer notre démarche. Elle vient en fait, donc en 2013, on a notre établissement qui avait pour objectif de développer cet aspect relatif aux droits des patients. Il y a eu un plan de formation et de sensibilisation pour l'ensemble du personnel et l'élaboration d'une procédure et d'un formulaire d'aide à la rédaction des directives anticipées. Bien sûr, cette volonté, elle s'inscrit également pleinement dans la démarche de certification de l'HAS. Pour nous, l'hémodialyse est une circonstance qui est appropriée. En dehors de l'âge, nous avons des patients qui sont en état de fragilité, des traitements qui s'avèrent souvent palliatifs, des complications qui sont variées, qui peuvent parfois sont létales. Et surtout, c'est un cadre où on a une relation et un échange qui est plus suivi que dans la plupart des autres services d'hospitalisation.
La répétition des séances favorise la relation de confiance avec le patient et permet d'aborder au rythme de celui-ci cette notion de directive anticipée. De par toutes ces réflexions, nous on a décidé d'organiser l'information de nos patients sur les directives anticipées, de les sensibiliser à leur rédaction et de leur proposer éventuellement notre aide pour ceux qui le souhaitaient. On a d'abord mené une enquête auprès de nos patients, de notre centre lourd, mais également des 2 autodialyses et de l'unité médicalisée du secteur, en excluant les patients présentant des troubles cognitifs ou une barrière de la langue. Sur 126 questionnaires qui ont été distribués, 84 nous sont revenus exploitables. 57% d'hommes, 43% de femmes, une moyenne d'âge, des tranches d'âge relativement larges allant de 23 à 92 ans et une ancienneté en dialyse allant de 2 mois à plus de 30 ans. 56% de nos patients nous ont répondu disent savoir ce que sont les directives anticipées, 13% en avoir déjà rédigé. 48% d'entre eux veulent des informations, 68% souhaitent en rédiger et 37% souhaitent notre aide. 83% ont déclaré savoir ce qu'était la personne de confiance, 77% en avoir déjà désigné une. On va mettre là quand même une interrogation par le fait que est-ce que les gens ne confondent pas la personne de confiance avec la personne à prévenir, et la personne de confiance, est-ce qu'elle est réellement au courant de sa désignation et est-ce qu'elle connaît réellement ses obligations? On vous dit ça parce qu'on a eu une situation où on a dû contacter une personne de confiance qui ne savait pas du tout qu'elle avait été nommée et qui connaissait encore bien moins le rôle que ça pouvait avoir. Dans tous les commentaires qui sont revenus, on a 3 thèmes principaux qui sont ressortis. La peur de prendre des décisions trop précoces et hors sujet. On a des patients qui nous ont dit qu'ils étaient trop jeunes, qu'ils avaient des difficultés pour se projeter, ils n'en savaient rien. Le refus de prendre soi-même cette responsabilité, en disant clairement, moi, ce sera ma femme, mon mari, qui décidera en temps et en heure, ou la personne de confiance. La crainte également que les directives ne les protègent pas totalement, avec un doute quant au suivi scrupuleux par le corps médical. On a comparé nos résultats à d'autres enquêtes, notamment une étude menée en 2012 par l'Institut national d'études démographiques, où seulement 2,5% des patients décédés avaient rédigé leur directive anticipée. Il y a eu une étude du Centre d'éthique de clinique de Cochin sur une population de plus de 75 ans qui montrait que 83% ne voulaient pas rédiger de directive anticipée. 43% estimaient que c'était trop tôt ou trop compliqué ou que c'était déjà confié à leurs proches. 36% que c'était perçu comme inutile, c'était dangereux. Et 22% refusaient carrément d'en parler et de parler du sujet. Une étude en Suisse, dans un centre de dialyse en Suisse, de décembre 2007 à décembre 2010, sur 45 dialysés qui avaient été jugés aptes à rédiger des directives anticipées. Et là, la moitié d'entre eux refusaient de rédiger des directives. On a des résultats qui sont un petit peu supérieurs par rapport aux études qu'on a pu trouver. Et c'est peut-être en lien avec une situation qui a été largement diffusée dans la presse, qui a eu lieu au centre hospitalier de Reims, qui est proche de notre centre hospitalier. Donc ça a peut-être un peu, du coup, biaisé notre enquête. Nous avons également réalisé une enquête auprès du personnel, infirmier et aide-soignante, des 3 centres et également du service de néphrologie. 42 questionnaires nous sont venus exploitables. 28 IDE, 14 aides-soignantes, une moyenne d'âge de 38 ans et une moyenne de 15 ans d'ancienneté dans la profession. Là, on a été très surpris parce que 19% seulement nous disaient ne pas savoir ce que c'était que les directives anticipées. 2% en avoir rédigé. Par contre, on a quand même 23 d'entre elles et eux qui envisagent d'en rédiger.
La majorité savent ce que c'est que la personne de confiance et 21% ont déjà été sollicités pour en être une. Depuis notre enquête, nous avons au sein du service d'hémodialyse 2 infirmières et 2 aides-soignantes de l'équipe qui se sont portées volontaires pour être référentes et prendre cette nouvelle activité en charge en diffusant l'information auprès des patients, mais également auprès de leurs collègues. On délivre l'information oralement sur les directives anticipées aux nouveaux patients seulement à la fin du 1er mois, de façon à leur laisser le temps de s'installer dans le nouveau traitement et d'instaurer une relation de confiance. Pour les patients qui souhaitent des informations complémentaires, on donne un document institutionnel qui explique en détail ce que sont les directives anticipées et on insiste auprès de nos patients pour qu'ils puissent rédiger eux-mêmes leurs directives en leur demandant aussi d'y noter le nom et les coordonnées de leur personne de confiance. On a élaboré un document qui est une aide à la rédaction et ils ont à leur disposition la liste des référents du service. On s'est inspiré pour la liste d'aide à la rédaction de différents documents que nous avons pu trouver. Bien sûr, parallèlement, on a organisé la traçabilité de cette information dans notre logiciel spécifique de dialyse avec un lien qui permet d'alimenter le dossier patient informatisé de l'établissement. Il nous paraît évident que ces informations ne doivent pas rester locales. Aujourd'hui, il n'y a rien. On guette, on attend qu'il y ait des choses de mise en place. Pourquoi pas un fichier informatique national à l'instar de l'inscription sur le registre national des refus de prélèvement ou la reconnaissance de leur insertion dans le DMP si celui-ci devait être réactivé. En conclusion, vous dire qu'il s'agit d'une démarche qui est à présenter aux patients présentant une maladie chronique. Ça permet de les faire réfléchir sur leurs propres souhaits de prise en charge en cas de fin de vie. Ça peut les rassurer d'être associés par avance à la réflexion, aux réflexions décisionnelles. Ça éclaire également les proches et les soignants face à une situation extrême. Sa mise en place dans notre service nous a paru souhaitable, tout à fait envisageable, et ça nous a aussi permis de repenser l'importance de l'accueil, de l'information et du suivi du patient. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste remercier la FIDTN de nous avoir permis de présenter ce travail et remercier M. Montagnac qui met une dynamique au sein de notre service sans qui on ne ferait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui.